au cœur de cette émission, nous nous interrogerons sur la nécessité de déconnecter pour mieux se reconnecter à soi, ou sur l'importance aussi de monter en compétences émotionnelles, la puissance du super collectif et de nos intelligences à l'ère des data. Alors ce sera avec des spécialistes en intelligence justement collective, émotionnelle et de neurosciences, lors du Monde du 8e jour, Émile Servan-Schreiber de Hypermind et Nawal Aboum de Rising Up. Alors c'est l'été, on a envie de déconnecter, mais pourquoi faire et pourquoi est-ce si important? Et est-ce que c'est important d'ailleurs de déconnecter? Est-ce qu'il faut absolument en passer par là pour se reconnecter à soi-même? Quelle place occupent aujourd'hui les émotions dans un monde qui est entièrement hyper connecté et puis entièrement basé sur l'utilisation des données? Est-ce que le collectif humain a encore sa place? Voilà, c'est le genre de questions, un échantillon que j'ai préparé pour mes invités, qui sont donc des spécialistes en intelligence collective émotionnelle et en neurosciences. Alors, Laure Dumont, je voulais démarrer avec vous. Vous êtes fondatrice du 8e jour, vous êtes facilitatrice de l'intelligence collective et du management collaboratif. Est-ce qu'il est important, là, qu'on prenne ce temps pour déconnecter? Ben oui, surtout qu'on est fatigué, là. L'écran, on en a pris, mais plein la figure. Donc, une espèce de charge mentale. Tout le monde est fatigué, je pense que c'est ce qui est frappant quand on discute. Il y a une charge mentale très forte. Ces visios à gogo nous ont aussi épuisés, parce que mes collègues invités le raconteront mieux que moi. Il y a eu un espèce de surtravail, sursollicitation de nos cerveaux, qui ont dû corriger en permanence ce biais cognitif qui consiste à dire on est ensemble et on n'est pas ensemble, etc. Donc, parce qu'en fait, finalement, pendant le confinement, on n'a pas déconnecté, bien au contraire. On n'a pas déconnecté, on n'a pas pris de vacances. Alors certes, il y en a qui sont partis, etc. Mais toutes les personnes qui ont travaillé ont beaucoup travaillé. Donc oui, on a besoin de s'arrêter, on a besoin de faire une pause et on a besoin de se retrouver pour se réénergiser, pour refaire le plein. Émile Servan-Schreiber, vous êtes directeur général de Hypermind et auteur d'un livre que je vais montrer d'ailleurs, Super Collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences. Qu'est-ce que c'est d'abord l'intelligence collective? C'est d'abord de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est pas, on confond souvent intelligence collective et on dirait le participatif, le citoyen, etc. En fait, l'intelligence collective, c'est quelque chose de différent, dont le focus, c'est d'extraire quelque chose d'intelligent, de produire une résolution à un problème ou une innovation, quelque chose d'utile qui résout un problème. Et donc, l'intelligence collective, c'est comment est-ce que, c'est d'ailleurs complètement merveilleux, comment est-ce qu'à plusieurs, on peut être plus que la somme de nos intelligences individuelles. C'est complètement étonnant. On voit ça chez les insectes, on voit ça chez les oiseaux, etc. C'est impressionnant, mais ça restait du domaine de l'entomologie pendant très longtemps. Aujourd'hui, parce que tous les cerveaux humains sont connectés à tous les autres de façon instantanée, où qu'ils soient dans le monde, les barrières du langage tombent, etc., grâce à l'intelligence artificielle notamment, on peut être connectés tous les uns aux autres, et donc émerge cette nouvelle science de l'intelligence collective, qui est que se passe-t-il quand on connecte massivement des tas de cerveaux humains les uns aux autres? Qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que c'est une nouvelle forme d'intelligence qu'on est en train d'observer, et pas uniquement quelque chose de sympathique, de bisounours ou de, entre guillemets, citoyen? Et donc l'intelligence collective, c'est pas forcément se retrouver dans une salle à plusieurs, ça peut aussi se faire à distance. Non, surtout pas. C'est-à-dire quand on n'organise pas l'intelligence collective, quand on laisse un groupe de gens spontanément discuter d'après les règles qu'ils vont inventer eux-mêmes sur place, ça donne n'importe quoi. Oui, c'est très important. Donc c'est là où l'intelligence collective rejoint l'intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle dans le sens où elle s'organise. Il faut avoir des process, limite des algorithmes, qui permettent d'organiser ce collectif de façon à en produire quelque chose d'intelligent plutôt que spontanément donner n'importe quoi. C'est une science. C'est une science. Nawal Aboum, vous êtes cofondatrice et directrice scientifique de Rising Up, qui conçoit des programmes de formation qui sont basés justement sur l'étude des neurosciences. Alors que disent les neurosciences à propos de nos émotions ?
Eh bien, ces dernières années, elles nous ont dit plein de choses. Elles nous ont révélé que c'était vraiment pas à mettre de côté dans nos prises de décision, qu'elles étaient finalement au cœur de notre capacité à raisonner et que justement, les émotions, elles faisaient partie prenante en fait de nos capacités à percevoir le monde pour mieux s'adapter. Et je pense qu'on a tous fait l'expérience ces derniers mois autour des émotions qu'on a pu ressentir, qu'elles nous ont aidés, qu'elles nous ont guidés à nous protéger, à nous adapter. Et maintenant, justement, il faut qu'on revoie ces choses-là pour remettre ces émotions qu'on a un peu mis de côté ou un peu mis de manière un peu connotée négativement, comme si avoir des émotions, c'était finalement néfaste, alors que finalement, c'est quelque chose qui est très positif si on sait bien analyser, bien savoir exprimer ça. Et qu'est-ce que c'est une émotion ? C'est une très bonne question. Parce que, bon, voilà, tout de suite on se dit, c'est quoi ? Il faut que je pleure, il faut que je rie. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est exactement ça. Une émotion, c'est ressentir justement un mouvement qui va se créer dans notre corps. D'ailleurs, émotion, ça vient de motion, mouvement. Alors, il y a plein de définitions des émotions. On va peut-être pas rentrer dans ce débat, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a tous, en tant qu'êtres humains, voire même les animaux, on a des capacités à ressentir ces émotions, la joie, la tristesse, la peur. Et puis après, on va avoir des émotions aussi qui sont liées à notre environnement, à nos cultures, même à notre, si on est une femme, si on est un homme, voilà, tout un contexte qui va faire un peu dépendre ces émotions. Laure Dumont, est-ce que le fait d'être dans une société hyper connectée, finalement, ça crée des relations entre les uns et les autres, mais on perd en qualité de relation humaine, selon vous ? On est des êtres de chair et de sang. Nous sommes des êtres sociaux. Et il y a un essai très important de Sherry Turkle, qui est prof au MIT, qui s'appelle « Seuls ensemble » et qui a commencé il y a assez longtemps à dire qu'on était dans une forme de rupture anthropologique. On est à la fois partout et nulle part. C'est-à-dire qu'on est avec les écrans, avec les technologies, on est connecté avec effectivement le monde entier, mais on est aussi toujours dans notre mental. Dans la réunion d'hier, le mail qu'on va faire tout à l'heure, le rapport à rédiger, le PowerPoint à préparer, etc., etc. Et on n'est jamais vraiment dans l'instant présent. On est finalement dans une bulle, mais très chahutée, c'est ça ? On est chahuté, en tout cas, oui, elle est chargée. Elle est très dense, elle nous sollicite énormément. Et d'où le succès que la méditation, par exemple, de pleine conscience rencontre aujourd'hui. C'est pas tout à fait un hasard et il faut pas regarder ça de haut en disant c'est juste un effet de mode. C'est pas tout à fait un hasard si dans ce monde hyper connecté, il y a un besoin de se recentrer. Alors je me demandais justement si ces tendances, parce qu'effectivement il y a plein d'applications notamment de méditation, cette tendance c'était plutôt une réaction contre le monde de l'hyperconnexion, ou au contraire un mouvement naturel qui accompagne ? C'est pour vivre avec, parce qu'on n'a pas trop le choix. C'est notre monde, il s'agit de l'accueillir. Ce n'est pas forcément des gens qui essayent de freiner. Ce n'est pas des les grands méditants sont aussi des gens qui sont sur Internet, connectés, qui envoient des mails, etc. etc. D'ailleurs, je sais que Bill Gates essaye aujourd'hui de se tenir à plusieurs méditations par semaine. On peut faire les deux. Donc c'est un accompagnement. Émile Servan-Schreiber, on est dans les définitions avec vous. Quel rapport entre intelligence collective et intelligence émotionnelle ? Un rapport fondamental. Puisque quand on essaye de mesurer l'intelligence d'un groupe, en lui faisant passer des tests de QI, donc on prend notre petit groupe de 4, on nous fait passer un test de QI, résolution de problèmes, etc., on se rend compte que une des choses les plus importantes, plus important que la moyenne de nos QI dans le groupe, plus important que le meilleur QI dans le groupe, par exemple le vôtre, eh bien, ce qui est plus important que tout ça, c'est la bonne communication entre nous. C'est-à-dire respecter le temps de parole de chacun, que chacun puisse s'exprimer, sinon ça ne sert à rien d'être en groupe. Et puis surtout, quand les autres s'expriment, de les écouter véritablement. C'est-à-dire, en fait, d'avoir une excellente bande passante entre nous. Plus important que la puissance des cerveaux connectés à notre réseau, c'est la qualité du réseau lui-même. C'est comme Internet. C'est pas tellement important d'avoir des ordinateurs super puissants sur Internet. Ce qui est important, c'est qu'il y ait du 4G, du 5G, du 10G, etc. Parce que c'est ça qui fait la valeur d'Internet. Donc le QI du groupe dépend de cette bonne communication. Et cette bonne communication, elle dépend intimement
de l'intelligence émotionnelle de chacun. Pourtant, on dit on se laisse submerger par des émotions, que les émotions nous empêchent d'y voir clair. Enfin, c'est quand même des choses qu'on a... L'intelligence émotionnelle, c'est justement pas de se laisser submerger par ses émotions, c'est le contrôle de ses émotions, c'est la connaissance de soi-même qui permet de se respecter soi-même en tant qu'intervenant dans un groupe et aussi de respecter l'intervention des autres, de ne pas marcher sur les pieds des autres, de leur laisser la parole, etc. Ce que je n'ai pas fait à l'instant, je suis désolé. Mais moi non plus, mais je suis navrée également. Non, mais c'est important effectivement de resituer les choses et de se dire les émotions ont une place importante à tenir dans le monde des intelligences, mais c'est pas pour autant qu'il faut les laisser. Mais non, c'est la compréhension de ces émotions. Voilà, oui. C'est le contrôle de ces émotions qui est le plus important. Si on est submergé par ces émotions, on ne peut pas contribuer intelligemment au réseau auquel on appartient. Est-ce que le monde des données laisse de la place aujourd'hui aux émotions, puisqu'on parle beaucoup de l'IA comme une aide à la décision, on parle beaucoup de directions qui sont prises à partir de la donnée, de l'analyse de la donnée, on oublie totalement l'aspect émotionnel ou humain. En fait, je ne sais pas si on l'oublie ou si on n'arrive toujours pas à égaler justement ce qui est capable de faire notre cerveau en termes de capacité émotionnelle. Oui. Et peut-être que justement ce débat IA nous montre à quel point on est doté de compétences puissantes, dont les émotions, qui nous permettent peut-être d'être complémentaires face à ça. Pour l'instant, on n'a aucune intelligence artificielle qui est capable de faire ce que notre cerveau fait, à savoir capter ces émotions, ces petits signaux qui sont présents au sein de vos yeux, votre bouche, enfin voilà, qui va intégrer massivement plein de données et qui va pouvoir ressortir une position, une posture, un sourire, un autre sourire. Et je pense que justement, de l'IA à l'intelligence émotionnelle, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'une complémentarité. Et c'est ça que ça nous révèle. Ça nous révèle que peut-être dans les futures années qui vont arriver, il va peut-être falloir qu'on s'intéresse beaucoup plus à ces compétences-là, qu'on les travaille, qu'on les accompagne, que ça soit dans les écoles, dans les entreprises, dans tout ce milieu-là, pour justement arriver à bien s'adapter dans le monde qui va s'offrir à nous là, avec des technologies de plus en plus. La meilleure ressource, c'est soi-même. Hein. C'est mieux se connaître, comme le disait Émile tout à l'heure. C'est mieux se connaître, mieux savoir ce dont on a besoin pour faire un break. Qu'est-ce qui me nourrit ? Qu'est-ce qui me réénergise? Et on est tous différents et c'est notre richesse et notre force. Donc pouvoir être capable, le temps des vacances est propice à ça, à revenir à soi pour dire mais au fond moi, de quoi j'ai besoin pour me reposer? Est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est ne rien faire? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est partager des moments avec d'autres? Est-ce que c'est être dans la nature, etc. Déjà ça c'est un pas énorme. Donc le travail sur soi, alors après on peut aller chercher des applis de méditation, on peut aller chercher... Mais il y a des cures même de déconnexion. Mais absolument, il y a plein de choses. Mais ce qui me semble important, c'est d'être bien convaincu qu'on a chacun en nous les ressources de cette découverte de soi et de cette connaissance de soi. Émile Servan-Schreiber, on parle beaucoup de l'intelligence collective, vous parlez du super collectif dans votre livre. Qu'est-ce que c'est le super collectif? Le super collectif, c'est l'intelligence collective à l'échelle du web. Depuis qu'on est tous donc, connectés les uns aux autres, ça permet de faire de l'intelligence collective à l'échelle d'une grande entreprise, d'une organisation mondiale, d'une multinationale, etc., ou d'un gouvernement tout entier. Et donc, pour cela, évidemment, il faut aller au-delà des outils traditionnels qui sont la discussion face-to-face, entre guillemets, en présentiel, comme diraient les Canadiens, ou alors le post-it, qu'on affiche au mur, qu'on n'arrive plus à lire dès qu'on est à 1,50 m de distance. Donc toutes ces technologies-là ne fonctionnent plus quand on passe de 12 personnes à 120, à 1200 ou à 12 000. Et donc à ce moment-là, il faut des outils collaboratifs sur Internet qui permettent d'engager l'intelligence collective massivement et d'en tirer quand même quelque chose d'utile très vite en termes de data, d'analyse qui permettent de prendre des meilleures décisions. Donc il y a un process de traitement de la donnée aussi dans cette démarche. Bien sûr. Alors moi, ce que j'ai adoré dans votre livre notamment, c'est toute la démonstration sur l'importance de la diversité. C'est-à-dire que vous expliquez qu'un groupe d'experts sur un sujet sera moins pertinent pour apporter une solution à un problème qu'un groupe qui ne connaît pas forcément le sujet, mais dans lequel il y aura peut-être un expert, mais il y aura surtout beaucoup de diversité. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça, c'est très contre-intuitif. Oui, alors il ne faut pas opposer expertise et diversité. Les deux se complémentent, en fait. On peut échanger
l'expertise par plus de diversité. Si on manque d'experts, on peut prendre beaucoup de gens qui ne sont pas tellement experts, mais qui s'y connaissent un petit peu, on appellerait des amateurs, entre guillemets, et quand on les met tous ensemble, chacun apporte un peu de connaissances, chacun apporte aussi des erreurs, mais les erreurs des uns vont annuler les erreurs des autres, et les éléments de connaissance des uns vont s'ajouter aux éléments de connaissance des autres, ce qui permet d'accumuler la connaissance et d'éliminer le bruit introduit par les erreurs. Et du coup, par cette grande diversité de points de vue, on peut faire tout le tour d'un problème, chacun apporte sa pièce au puzzle, et on remplace l'expertise super pointue qui peut-être manque au groupe. Mais ce même système fonctionne au niveau des experts aussi. Quand on prend plein d'experts qui ont la chance de penser différemment les uns des autres. S'ils pensent tous pareil, avec la même expertise, ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de diversité. Mais si on a plein d'experts différents, comme aujourd'hui, là, on a plein d'experts différents sur un peu le même sujet, mais chacun venant avec un angle différent, eh bien, à ce moment-là, ça se complète aussi, et on peut obtenir quelque chose d'encore plus puissant, parce qu'on a différents experts. C'est ce qu'on essaye de faire dans Smart Tech, effectivement, d'inviter des spécialistes avec des regards très différents. Nawal Aboub, comment est-ce qu'on peut monter, vous parliez de compétences émotionnelles, comment est-ce qu'on peut monter en compétences émotionnelles? Ça s'apprend? Oui, alors en fait c'est ça qui est merveilleux avec notre cerveau, c'est qu'il est modulable, en fait parce que tout simplement il est dynamique et il s'adapte à son environnement. Et notre cerveau social, ou notre cerveau qui est capable de pouvoir capter les émotions, les ressentir, s'adapter, les réguler, se modifie tout au long de la vie. On le voit d'ailleurs au cours du développement que ces réseaux-là sont déjà présents chez le bébé, et au fur et à mesure ils vont se renforcer et se développer pour être de plus en plus forts. On le voit, un bébé qui pleure, si on lui dit arrête de pleurer, il ne sera pas capable parce que les réseaux cérébraux qui sous-tendent ces compétences ne sont pas encore assez matures. Donc il faut du temps, c'est lent, mais au fur et à mesure, le plus on se développe, le plus ces choses se renforcent. Et donc l'accompagnement qu'on peut faire, nous on travaille beaucoup là-dessus avec justement des entreprises, des écoles autour de l'intelligence émotionnelle. Et la première chose que nous on fait beaucoup, c'est qu'on passe par la compréhension de soi. Et ces dernières années, on a beaucoup appris justement de comment on capte les émotions, comment on s'adapte à son environnement. Et en comprenant ces mécanismes qui se forment en nous, ça nous permet justement d'avoir plus de clés de lecture et du coup de mieux s'adapter. Et ça, on le fait autant avec parfois des enfants qu'avec des adultes, qu'avec du top management. On le fait à différentes strates, à différents niveaux de la vie, parce qu'à chacun de ces niveaux, il y a des challenges. Et du coup, on travaille beaucoup ça, toujours en prenant en compte évidemment le contexte dans lequel on évolue. Parce que tous ces contextes changent, donc du coup, ces capacités s'adaptent à ces changements. Et vous travaillez avec quel genre d'organisation? Là, la dernière qu'on a faite justement sur l'intelligence émotionnelle et les soft skills, on l'a fait à la SNCF avec le réseau au féminin, sur justement tout un programme d'accompagnement sur 6 mois. On a fait étape par étape pour d'abord comprendre comment on fonctionne, comment notre cerveau y réagit face justement à l'incertitude, ou parfois quand on a trop d'émotions négatives, comment on fait pour les réguler justement. Et puis au fur et à mesure, on est passé par plein d'étapes. Avec la technologie, on peut faire plein de belles choses, avoir des ressources, avoir une capacité d'avoir un programme qui s'adapte au fur et à mesure du niveau, pour arriver à la fin à un résultat. J'espère, ça sera en septembre, je vous donnerai les résultats, parce qu'on mesure tout ce qu'on fait pour voir justement ce qui s'est passé. Mais là, les premiers marqueurs qu'on a au tout début sont assez encourageants, voire même très positifs, donc on est content. Nos intelligences sont sans doute le meilleur ami de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, c'est la fin de ce débat et je vous emmène au Grand-Duché.